Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la Côtier, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien ce lundi 10 octobre 2022, on commence tout de suite les nouvelles avec notamment FTX qui a annoncé en tout cas son partenariat avec Visa pour la création d'une carte de crédit qui sera valable dans plus de 40 pays. Alors on s'en doutait un petit peu, FTX n'avait pas encore sa carte réellement dessinée, avec les offres à 8% de reward qui sont mises, forcément on allait avoir une carte, et je pense que la carte FTX va être assez intéressante. Au niveau du cashback, à déterminer encore pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, mais ça va être un peu comme crypto.com ou toute autre carte, où au début on a quelque chose qui est juste extraordinaire, et ensuite les avantages diminuent, parce que c'est un outil de séduction, c'est un outil marketing, il ne faut pas l'oublier, surtout s'il faut du FTT stacké, et justement ce qui pourrait être un petit peu gênant si jamais on a un cours du FTT qui se crash comme on a pu le voir avec le CRO. N'oublions pas ce qui s'est passé avant avec d'autres pour apprendre de nos erreurs. On continue dans les nouvelles avec notamment une très bonne nouvelle qui est que l'échange décentralisé Uniswap s'est fait wrapper sur Starknet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Starknet, il faut comprendre que c'est une layer 2, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ZK Knowledge Proof d'Ethereum, la seule qui est actuellement réellement opérationnelle. Il y en a une qui va arriver, qui est en testnet, et qui va arriver bientôt sur le mainnet. Je pense qu'on va avoir la nouvelle dans les jours qui viennent. Ça va être Polygon, le ZK EVM compatible, c'est encore mieux, parce que du coup on peut porter directement son code Solidity, et en tout cas le M compatible. Ce qui n'est pas le cas à la base de Starknet. Starknet, c'est du Cairo, donc c'est un langage à part qui est fait justement pour augmenter les performances et pouvoir dépasser la capacité de l'EVM. Par contre, il est propre à Starknet, c'est pas du Solidity, le langage d'Ethereum. Et là actuellement, il y a une équipe qui a mis en place un transpiler qui a permis justement de passer le code de Uniswap V3, donc qui est en Solidity, en Cairo directement, et c'est fonctionnel. Alors du coup c'est une grosse prouesse, parce que les deux langages sont quand même vraiment séparés, sont vraiment très différents. Et ensuite, l'autre chose, c'est que ça permet de passer, pour les petites applications qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des grosses performances en Cairo, peuvent justement passer leur code Solidity en Cairo assez facilement, parce que forcément quand on transmet comme ça ne donne pas un code parfait, mais en tout cas ça donne un code qui est à peu près identique, et ça permet d'avoir justement quelque chose qui va évoluer dans le temps. Donc c'est un point très positif pour Starknet et pour Ethereum d'ordre général. Ensuite nous avons CZ, donc qui est le CEO de Binance, qui annonce vouloir dépenser 1 milliard de dollars pour cette fin d'année en investissement. Donc pour rappel, nous sommes le 10 octobre, il reste peu de temps pour ce petit milliard de dollars d'être dépensé. On se demande bien qu'est-ce qui va être acheté par Binance. Pour ceux qui ont des idées, n'hésitez pas à partager sur le Discord et en commentaire de cette vidéo. Moi personnellement j'ai mes petites idées, mais on va voir. On continue les nouvelles avec une bonne nouvelle d'adhésion sur la crypto-monnaie, avec 12 000 entreprises au Brésil qui annoncent détenir des crypto-monnaies dans leur trésorerie, ce qui est plutôt très positif, en tout cas pour l'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la crypto prend quand même fortement dans des pays en cours de développement, et donc en voie de développement, et donc c'est positif, ça montre que c'est une technologie qui a un besoin, enfin qui répond à un besoin réel, que ce soit tant monétaire que technologique, et c'est en tout cas positif pour la suite. Ensuite, nous avons la DevCon qui se lance le 11 et le 14 octobre, donc cette semaine, de partir de demain jusqu'à la fin de semaine. Très important, DevCon, c'est le rendez-vous d'Ethereum. C'est là où on a généralement beaucoup d'annonces, c'est là où on a aussi des rendez-vous très forts qui donnent la suite en fait d'Ethereum, et ce qui va se passer un petit peu dans la DeFi, dans les événements. C'est là où en fait les tendances se font, et qu'on a justement les éléments clés pour pouvoir se positionner sur l'année qui vient. Autre nouvelle, du coup, autre rendez-vous, pas du même acabit, parce que malheureusement c'est la Fed. La Fed, nous avons mercredi un petit discours comme d'habitude, et ensuite jeudi nous avons les retours de l'inflation, qui est un peu le point déterminant pour cette fin d'année, parce que globalement on a eu
la Fed qui nous a donné son intention, on a eu les taux de chômage qui étaient bas, donc ils nous disent que la Fed elle fait absolument ce qu'elle veut là parce qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'économie américaine, et donc là il va falloir voir est-ce qu'on a une inflation qui commence à diminuer sérieusement, qui marque vraiment une chute, ou est-ce que continue à se stabiliser ou voire augmenter. Bon là on est sûr que si ça augmente on va sortir le marteau piqueur et puis on va y aller sévère, donc là on va prendre vraiment très cher. Mais si on a justement une inflation qui chute un petit peu, on pourrait avoir voilà, un coup de masse, mais moins fort peut-être que prévu, à déterminer, même si quand même leur intention est quand même marquée, à déterminer par la suite. Nous avons terminé sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique, mais avant, petit rappel important, c'est que le Discord, je l'ai créé exprès pour le partage, et que ce soit un hub d'information autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. Donc c'est important, si vous voulez avoir des informations, si vous voulez suivre l'actualité de la communauté ou si vous voulez partager avec des gens qui sont passionnés, de nous rejoindre. Je mets tout en commentaire et en description. Et ensuite, on a mis en place aussi une partie premium avec le lancement du parcours pédagogique il y a peu, avec plein d'avantages comme beaucoup de contenu. On a plus de 110 vidéos, 300 pages de guide et ça augmente toutes les semaines. On a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, on a des guides, on a des formations, on a jusqu'à 3-4 lives par mois, on a des briefs quotidiens que je fais sur le marché. Justement, après la quotidienne, je vais le faire. Globalement, il y a tout pour aller plus loin, il y a tout pour pouvoir progresser rapidement et se préparer à la suite du marché. Alors, on attaque la partie technique. Partie technique qui commence par notre rappel habituel de notre hypothèse Elliottis vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4 qui est composée d'un retracement A, B, C, classique pour l'elliotisme, B avec extension, C avec extension. Nous sommes actuellement dans une extension de 382 qui est correcte, où nous sommes aussi dans l'order block, donc on est dans une zone très importante pour cette vague 4 sur laquelle on pourrait en effet voir un départ. Est-ce que c'est obligatoire? Non, parce que nous avons deux autres targets qui peuvent descendre. Nous avons la 14 500 qui reste conforme en tout cas à une continuité de la 4, mais si jamais on va chercher la dernière target qui serait les 10 000, le 1,618, en l'occurrence on casserait avec la 4 le top de la 1, et donc on ne serait plus dans cette hypothèse, on serait dans une autre hypothèse que je vous ai déjà présentée et qui tient tout à fait son rôle. Les éléments que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que oui, nous sommes dans une zone de rechargement intéressant sur lequel on peut faire de la DCA si on croit tout simplement au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. L'autre point que je voulais vous donner, c'est que tout simplement une petite analyse qui va donner un peu le ton de cette quotidienne aujourd'hui, qui va être plus une analyse sur le volume aussi, dans lequel on voit que nous avons une augmentation du volume depuis un certain temps, et qui est plutôt positive, avec deux belles sessions qui ont été bien vertes au niveau du volume, au niveau du CME. CME, on rappelle, c'est le Chicago Mercantile Exchange, donc qui représente les futurs liés aux institutionnels de Chicago, qui est plutôt reconnu pour ça, et on voit qu'on a un volume croissant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce volume croissant n'est pas forcément repris ici par tout simplement les chandelles, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a une lutte réelle qui est en train de se faire, mais on a quand même un retour, une augmentation des institutionnels, et quand on regarde un petit peu au niveau du CME, là on a eu la grosse bougie verte, elle était ici, au niveau des volumes. Le reste des volumes, globalement, on est dans les mêmes niveaux que les périodes d'accélération. On n'est plus dans ces périodes de décélération que l'on retrouvait notamment dans cette chute-là, ou encore dans cette chute-là où c'était une accélération, mais de vente, majoritairement de fuite de capitaux. On avait une petite accélération qui s'était faite ici sur la petite envolée jusqu'à 25 000 que l'on avait eu, et ensuite on était retombé, et là on repart un petit peu plus haut, sauf que on n'a pas le mouvement haussier qui se fait. Très important à retenir par la suite. Alors, ensuite on va faire une autre analyse, où cette fois-ci je suis passé en daily de cette zone ici, de temporisation de ces dernières semaines, où on voit qu'on a un momentum majoritairement qui est en train de se structurer, qui est plutôt haussier, donc une forme d'accélération que l'on pourrait avoir. On n'a pas forcément de grosses divergences qui est en train de se mettre en place, donc on a quelque chose qui est plutôt construit, cohérent, très important, très intéressant. Autre chose, c'est qu'au niveau des volumes, là je suis sur le total index, donc qui reprend la totalité de l'ensemble des exchanges sur le spot majoritairement, et on voit que on a quand même une trend qui est à la hausse, d'accord. On a été sur quelque chose qui était majoritairement plat, très bas,
durant la chute justement d'ordre général, on avait ici 2021, réaccélération, et ici on a la cassure de mai, on a la cassure de juin, donc on voit bien les deux gros volumes rouges, et ensuite on était redescendu avec une zone de stagnation, et là on retrouve encore du volume qui commence à revenir, qui est intéressant, qui est vraiment intéressant de voir comment ça se structure, même si, somme toute, on a quand même un spot qui n'est pas encore suffisamment vert à mon goût, pour se dire qu'on est en train de repartir. L'autre point que je voulais vous donner, c'est, j'en ai parlé notamment dans la vidéo de samedi, très important, il ne faut pas oublier que le Bitcoin repose sur une industrie. D'accord ? Le Bitcoin est censé être résilient, oui, mais il est censé être résilient à la décentralisation, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, la sécurité du réseau, elle est faite par les mineurs, c'est une industrie, l'industrie en elle-même repose sur la capacité d'investissement, sur la capacité de faire plein de choses, et du coup, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'on a un rate qui monte ici ? Alors que, somme toute, voilà, le BTC n'a pas montré des choses qui sont très magnifiques, et que, bon, voilà, on a quand même les taux qui augmentent, donc ça veut dire la capacité d'investissement qui diminue des entreprises. Mais il y a plusieurs choses, il y a deux éléments que je voudrais vous donner. Premièrement, c'est que on a aussi des investissements qui ont été effectués dans une période avant, je vous en ai parlé notamment en janvier 2022, où on avait des grosses sociétés qui avaient levé énormément de fonds, donc c'est-à-dire qu'ils avaient commandé, les commandes sont passées sur... De toute façon, dans tous les cas, des ASIC qui sont très performants, d'accord ? Les derniers ASIC permettent d'avoir une performance qui est quasiment divise par 2 le coût d'un BTC, mais demande beaucoup d'investissement au début. Donc là, on les voit en train d'arriver, d'accord ? Pour moi, j'ai tendance à considérer qu'on avait un bout qui était en train d'arriver là, on a un autre bout là, qui est en train de se faire. Parce que là, c'est une représentation du hash rate à travers le mining cost par rapport à une médiane que j'ai effectuée moi, sur la représentation d'un coût réel d'un BTC sur la totalité du marché en prenant l'état des ASIC anciens et l'état des ASIC modernes, en considérant qu'on a à peu près un équilibre entre les forces. Bien que lorsqu'on a une chute comme ça du BTC et qu'on voit une chute du hash rate, ça veut dire qu'il y a des machines qui sont débranchées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux possibilités. Enfin, il y a une possibilité déjà majeure, c'est que, généralement, quand c'est comme ça, c'est les machines les plus anciennes qui sont débranchées. Donc, les machines les moins performantes, dans lesquelles on a un deal électrique qui ne les rend plus rentables. Et ensuite, ces machines-là, on va les vendre sur le marché, qui vont être rachetées par ceux qui ont des deals électriques qui sont beaucoup plus rentables. Quelqu'un qui est à 3 centimes, 4 centimes du kilowattheure, va être beaucoup plus rentable, même avec des machines anciennes, que quelqu'un qui est à 6, 7, 8, 9 centimes du kilowattheure, et donc forcément va racheter des machines comme ça pour pouvoir continuer à les exploiter pendant un certain temps, avant tout simplement de les bazarder ou de les vendre, si jamais ça se passe autrement. Et que dans tous les cas, il faudrait descendre très bas pour que la totalité des mineurs soit HS, parce que quelqu'un qui a une installation ultra moderne et qui est basé sur un deal électrique à 3 centimes ou 4 centimes, c'est simple, le BTC à peu près c'est 10 000, un petit peu en dessous de 10 000 au niveau de l'installation. Après, quand on lisse bien évidemment l'immobilisation de la machine, les coûts de production, les coûts de main-d'œuvre, etc., etc., bon, ça lisse un petit peu, même si somme toute ce n'est pas forcément l'élément le plus fort. La consommation électrique reste quand même prédominante dans leurs frais. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais vous donner là-dessus, c'est que on a quand même un volume qui est en train d'augmenter, mais surtout un hash rate qui est en train de monter en 2 fois, et que il faut garder en fait ce hash rate là en considération, que déjà il y a 15 jours d'écart, et ensuite, deuxième chose, c'est que on a 2 vecteurs qui permettent de faire monter le hash rate. C'est globalement, c'est des machines qui sont branchées sur le réseau, donc de la capacité de calcul qui est rajoutée, et surtout, il y a 2 moyens de les avoir, soit des investissements qui ont déjà été effectués en amont, soit des personnes qui continuent à investir, soit des personnes qui rachètent des ASIC qui sont vendus bradés par des sociétés qui cherchent à s'en débarrasser parce qu'ils ne sont plus rentables. Donc ça veut dire quand même qu'on a des personnes qui ont vocation à continuer à investir sur un marché qui est porteur. Et donc ça c'est important parce que c'est la sécurité du réseau et c'est une transposition de la confiance des mineurs sur le réseau lui-même. Il n'a jamais été aussi haut et c'est important de le valider et de le noter pour la suite. Alors on continue un peu l'analyse en passant
en daily cette fois-ci, avec notre petit rappel de ce qui est en train de se passer. On est sur le graphe de Binance en spot. Cette fois-ci, le volume, vous voyez bien qu'il y a une grosse augmentation du volume, très très forte augmentation du volume, notamment dans l'arrivée de cette zone-là, avec quand même des gros volumes d'achat. Même si on a des gros volumes de vente, somme toute, on a quand même des gros volumes d'achat. Et on a un momentum qui est toujours en cours de construction, avec une belle accumulation. Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test. Ici, on est quand même dans quelque chose qui est en train de se structurer avec pas mal de volume. Donc potentiellement, quand on regarde en 1 heure, on regarde un petit peu ce qui est en train de se faire, on voit que on a justement ce momentum où on pourrait avoir ici une distribution, une accumulation, donc ici une réaccumulation avec un mouvement haussier. Pour l'instant, on est quand même très loin, donc là, ça reste que de la supposition. Alors, il est où mon RSI? On va rajouter le petit RSI. On voit que le RSI, on a ici une petite divergence qui s'est mise en place haussière entre ces deux-là et ces deux-là, qui n'est pas forcément corrélée ici. D'accord? Donc là, on est sur quelque chose où, pour moi, je serais plus en attente, on serait plus sur une mise en place de momentum. Pourquoi? Parce que, là, si on regarde, pareil, toujours les volumes, on voit qu'on a des volumes bas durant toute cette période de ranging, donc ça veut dire que ça n'a pas une représentation du marché total, donc ça veut dire que là on risque d'avoir des mouvements qui vont être effectués cette semaine. Je pense que le marché d'ailleurs se prépare à mercredi, ce jeudi, d'accord? Donc même si on a des mouvements, je pense que ce seront des mouvements qui seront assez secs, assez peut-être impulsifs, mais sans vraiment volonté de transformer le marché. Par contre, à la suite des discours et à la suite de l'annonce de l'inflation, ce sera, je pense, totalement autre chose. L'autre point que je voulais vous donner, c'est qu'au niveau des volumes, on voit bien que les volumes du week-end sont très faibles. Volume du week-end, on voit que c'est très faible. Pourquoi? Bah ça veut dire, enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La notion de ce qu'on peut en tirer, c'est que les volumes retail représente que 1/3 du volume des mouvements qui sont effectués, d'accord? C'est à peu près ça, je pense. Donc ça sous-entend aussi qu'on est bien dans une phase de manipulation pure, qu'on retrouve régulièrement dans de l'accumulation, qui est classique. Actuellement, les personnes sont en train d'accumuler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien ici, regardez, on voit bien l'augmentation des volumes. Quand nous sommes ici dans ces zones-là, on a bien une augmentation des volumes, on double quasiment, ou on triple les volumes qui sont ici. Donc on a vraiment potentiellement un rebond qui est en train de se faire, en tout cas en termes de volume. Est-ce qu'on va break baissier par rapport à ce volume-là, ou haussier? Moi personnellement, je vous avoue que je suis plutôt haussier. Alors vous allez me dire, oui, je suis haussier, oui, mais on n'oublie pas que majoritairement je suis plus baissier que haussier, mais je dirais même que je suis le plus haussier des baissiers. Voilà. Plutôt ça, je suis le plus haussier des baissiers. J'ai tendance à penser qu'on est arrivé dans une zone qui est très intéressante, qui est très forte. On a une macroéconomie qui est compliquée, mais qui est en même temps dans une zone de transformation. C'est-à-dire que là, on est en train de définir exactement jusqu'à quand les taux d'inflation vont arriver. À partir du moment où on a cette date-là qui est actée pour le marché, bon, on va avoir des structures qui vont être effectuées. Des structures de renversement. Donc on va avoir un pricing et on va avoir une structure de renversement. À partir du moment où on arrive à avoir ça, bon, bah, on sait qu'on est parti à la hausse et c'est en tout cas positif. Alors, on attaque sur l'order flow sur lequel on n'a plus de divergence, hein. Clairement on a passé haussier, enfin en tout cas long pour les top traders et la totalité des comptes, ce qui somme toute n'est pas forcément très dérangeant dans une zone de neutralité pure, et qui représente même une zone de neutralité. À savoir que on a pris des profits, on a eu la distribution qui a eu lieu, on a bien une cassure, c'est pour ça que je vous dis que là, le haut, je pensais qu'on allait avoir un UTAD potentiellement, l'idée que j'avais ici, était d'avoir potentiellement une distrib avec BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Je suis en train de me dire que potentiellement ici ça pourrait être une distrib, une AQ, voir une cassure haussière. Si on a une cassure haussière, il va falloir déterminer des niveaux importants, parce que si on a une cassure haussière juste de prise de liquidité, à ce moment-là ce serait bien mon UTAD, et les volumes en fait de début de journée vont être déterminants sur l'état réel. Alors, en revenant dessus, ici on voit qu'on a eu bien la distribution au niveau de l'open interest, donc les personnes qui avaient monté l'open interest très haut
sont redescendus, mais pas totalement, on a pris juste 20K de bénéfices, donc c'est assez faible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, parce qu'on a à côté le ratio Open Interest Market Cap qui continue à monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le prix par rapport à l'Open Interest représente une augmentation de ce ratio-là, donc ça veut dire que le marché est de plus en plus leveragé, quoi qu'il arrive, même si on a une diminution des leverages. Et je pense que c'est un état du marché qu'on aura pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on ait un afflux colossal de spots. Tant qu'on n'a pas ça, bah ça risque d'être très très compliqué, et pour avoir ça, il faudrait, pour redescendre à des niveaux de 1.4, 1.7, bon, bah, il faudrait que le BTC, avec niveau équivalent, multiplie par 2 ou 3 son prix. Bon, voilà. Est-ce que ça va arriver tout de suite? Certainement pas, je ne pense pas. Il faut avoir un afflux de liquidité, et on n'est pas prêt d'avoir un afflux de liquidité pour plusieurs raisons. C'est que, le Nasdaq est en train de nous commencer une journée qui n'est pas forcément positive. Après, c'est vrai que le Nasdaq a tendance à se retourner mid-terme, donc avoir la cassure baissière plus le retournement. Si on repart à la hausse et qu'on ravale peut-être la moitié de la bougie, là on aura quelque chose, un signe qui nous dirait que potentiellement on pourrait retravailler cette zone-là. Par contre, si on continue à s'enfoncer sur le Nasdaq alors qu'on n'a pas encore l'annonce effective, bah là-dessus il va falloir se remettre en question sur un petit peu l'avenir du Nasdaq. Est-ce qu'on va aller chercher les 10 500, les 9 500 tout de suite et break baissier très fort si jamais on a une mauvaise nouvelle? Là, je pense que il faut se poser la question. Le tour d'aujourd'hui va donner un petit peu l'état de la respiration que l'on aura pour pouvoir absorber le choc réel. Après, je trouve que les crypto-monnaies sont majoritairement résilients en ce moment, donc on a aussi ça qui rentre en compte. À côté, on a le DXY qui, suite au rebond effectif sur le 110, repart à la hausse, et repart à la hausse fortement. Ça, je vous l'avais annoncé, que bon, c'était juste une respiration, et qu'on allait attaquer les 115, K sur 115. Pour moi, l'objectif reste 121, et c'est très fort, et c'est vraiment le point très important pour moi ici. Ensuite, on a l'US Oil, pareil, hein, on revoit l'accélération de l'US Oil. Alors, on a fait un microstructure mineur, oui. On n'a pas fait le malheur, on n'a pas fait le majeur, pardon. On n'a pas fait le majeur parce qu'on n'a pas cassé au niveau des 96. On n'a pas cassé au niveau des 96. Il faut qu'on casse les 96. On casse les 96, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, certes, l'inflation énergétique va augmenter. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y ait une accélération du cours comme ça. Deux choses. C'est que, oui, on a certes une diminution qui a été validée du nombre de barils de pétrole qui va être produit. Oui. Il y a une partie qui rentre dans ça, et l'autre partie, elle est simple, c'est un pricing qui est en train de faire sur le retour économique. D'accord? Il y a les deux. Généralement, quand on a une augmentation du pétrole, ça veut dire qu'on a un pricing qui est en train d'être fait sur une activité économique qui est en accélération. Alors, est-ce que c'est un cumul des deux qui donne une accélération haussière forte? Oui. Mais pour moi, c'est simple, si on casse les 87, ce sera le signal en disant « Ok, mais c'est pas que ça veut dire que le pricing est vraiment en train d'être fait. » Par contre, là, si on corrige et qu'on break baissier ici, bon, bah là, on sait que le pricing du retour économique, il n'est pas fait, et là, par contre, ça veut dire qu'on va descendre pendant un certain temps, d'accord? Donc là, on a vraiment un moment qui est crucial depuis septembre, où on est en train, tout simplement, de planifier ce qui va se passer sur la fin d'année et l'année prochaine, et globalement, c'est la tonalité. On est passé de quelque chose où on se disait, ok, l'inflation ne fait que durer, donc l'augmentation des taux ne durera pas longtemps, ça peut durer, et ça peut durer quand même un certain temps, et donc du coup, à côté, ça veut dire que le marché est en train de se réadapter, et cette phase de réadaptation, on est en plein dedans, et c'est justement ce qui est important, c'est ce qui va donner le ton pour la suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.